réaction. Juste en réaction par rapport à ce que dit, ou en complément de ce que dit Alain Janel, on n'a pas gagné. Hein. On n'a pas gagné, hein, parce que la réforme du programme des référentiels de S2I en France montre absolument l'inverse. C'est-à-dire que les technologues en France, pour montrer qu'ils sont plus intelligents que les physiciens ou les mathématiciens, ont tout virtualisé. Et donc, il n'y a plus aucune manipulation technique, technologique de la matière, ni aucune manipulation opératoire. J'en veux pour preuve que certains, quand même, des gens qui réfléchissent un peu vite aux arts et métiers, commencent à s'inquiéter que sur des logiciels de modélisation, des étudiants commencent à souder de l'aluminium et de l'acier ensemble. Chose qui pourra certainement arriver un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas tout à fait la réalité. Et donc, ils sont en train de dire, peut-être que reprendre la main à différentes façons de faire, et arrêter cette virtualisation à tout train, c'est peut-être une des... Alors, ça peut être un peu antagoniste par rapport à ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est-à-dire, il y a des outils numériques, et puis il y a cette main qui doit fabriquer. Et moi, j'expérimente aujourd'hui quelque chose qui s'expérimente de partout, c'est ce qu'on appelle les Fab Labs. Et les Fab Labs posent la double question, à savoir, il y a virtualisation, puisqu'il y a conception 3D dans la plupart des cas, mais il y a l'expérimentation, parce qu'à la fin, il y a réalisation. Et il y a intégration des éléments qui sont non pas virtuels, mais éléments de la réalité. Et je crois beaucoup, alors pas au Fab Lab aujourd'hui parce qu'ils sont expérimentaux et que tout le monde pense que c'est magique et que tout va se fabriquer, c'est pas vrai, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Mais je crois beaucoup à cette dimension et vraiment, alors là c'est un vrai plaisir d'entendre ce que j'ai entendu. Tout à fait. Rappelez-vous ce qu'on disait, c'est l'homme pense parce qu'il a deux mains. Et l'intelligence remonte de la main vers le cerveau. On est bien d'accord en disant qu'aujourd'hui, on s'est coupé complètement de nos sens. Et, pardon, je m'excuse, je voudrais quand même signaler qu'il y a une entreprise bordelaise qui, à partir des tablettes, pour éviter qu'on ne soit qu'avec un doigt, développe les tablettes pour les enfants à l'école maternelle et à l'école élémentaire, de l'obligation de se servir des 10 doigts. Je vais vous donner la référence, c'est les tablettes Stantom qui font partie du projet Aster, c'est-à-dire du projet Lydia Iron. Vous le connaissez ou pas? Oui, bien sûr. Quelqu'un l'utilise? Bien sûr, on connaît Stantom. Quelqu'un l'utilise? Non, je disais, Stantom, c'est une entreprise bordelaise. Oui, oui, c'est ça. Qui équipe les écoles de la musique. Exactement, et le designer a fait ces tablettes de manière à ce que les enfants soient obligés de se servir des 10 doigts et non pas simplement du doigt pointeur, pardon. Son nom, je m'échappe, je m'excuse, mais c'est un designer remarquable. Hein. Il vaut vraiment le coup d'être rencontré. On poursuit un petit peu, on essaie de revenir, c'est vrai que par rapport à ce que disait Alain Janet, c'est vrai qu'il faut passer du ou au et. On a besoin des deux. Et ce n'est pas dans une démarche exclusive ou l'un ou l'autre. C'est les deux. Un mot, Gilles Lepage, un mot finalement sur l'évaluation. Oui, je voudrais rebondir sur la question de Michel Guillou tout à l'heure. La question de l'évaluation, elle est stratégique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'outil numérique permet beaucoup de choses. Il permet de mettre à disposition des ressources. La fausse idée, c'est de se dire que être formateur ou enseignant, c'est de distribuer des ressources. On le sait depuis longtemps, mais le numérique a un peu gommé le truc, parce qu'on s'est dit, mais si je mets des diapositives en ligne, ça va me coûter, je peux mettre les diapositives pour 1000 personnes, au lieu d'en mettre 30 dans une classe, et puis ça va me coûter 30 fois moins cher. C'est une connerie gigantesque. L'ARPA a fait la même bêtise dans sa tête, comme sans doute d'autres organismes. Donc l'existence de quelqu'un qui... la distribution de ressources ne suffit pas à former des gens, à enseigner quelque chose et à apprendre. Quand on met à disposition d'apprenants des ressources, mais aussi des exercices, des situations d'apprentissage, c'est le plus important, où ils sont en plus à plusieurs en train de travailler, donc d'apprendre et d'apprendre d'autres choses que des connaissances. Après se pose la question de l'évaluation. Alors, ce que disait Anne, c'est on ne va pas donner de notes, ça n'a pas beaucoup d'utilité. Il y a des endroits où on est obligé d'en donner, c'est quand on doit donner un diplôme, un titre à la fin, mais ce n'est pas forcément des notes avec 20 sur 20, ça peut être... bon.
Ceci étant, quand on forme, comme dans les MOOC auxquels j'ai participé pour voir comment ça marchait, il y en a des géniaux puis il y en a des nuls, quand on travaille avec des MOOC où il y a 2000, 5000, 10 000 personnes qui se forment en même temps, évaluer le travail de gens qu'on ne voit jamais et qui sont à distance devient compliqué. Et aujourd'hui, c'est une vraie question pour les MOOC français, entre autres. Et il y a des éléments de réponse qui commencent à arriver. C'est, première chose, on peut imaginer des corrections automatiques. Il y a des choses qui avancent là-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'on va noter autre chose que des devoirs. Et puis, il y a très intéressant la question de l'évaluation par les pairs. Comment est-ce qu'on peut faire que d'autres personnes qui sont en train d'apprendre, évaluent le travail de 2, 3, 4 personnes qui sont dans la même formation qu'eux, sur un MOOC par exemple, à distance. Et là, on arrive maintenant quand même à avoir des idées à peu près claires. Ça veut dire que avant, ça demande un énorme travail. Et tout ça demande beaucoup de travail de préparation. Ça veut dire que avant qu'on demande à des pairs d'évaluer le travail de quelqu'un d'autre, il faut qu'on ait préparé des grilles de correction extrêmement précises, avec des critères extrêmement précis, des exemples de correction, et que les gens, les pairs, évaluent. Mais le fait d'évaluer le travail de quelqu'un d'autre, c'est aussi formatif. C'est énormément formatif. Moi, je l'utilisais déjà, je m'arrête là-dessus. Et ça contribue justement à l'équité. Jean-François, qui a pas... mais très vite, parce qu'il va être, je crois, pris par le... C'est-à-dire quand on parle d'évaluation, on peut aussi parler d'évaluation des formations, pas que des étudiants, puisqu'on s'intéresse trop à l'étudiant pour la rubrique évaluation et pas assez à la formation en elle-même. On pourrait peut-être l'évaluer, voir ce qu'elle vaut. Ça pourrait aussi passer par l'évaluation des acquis des étudiants avant qu'ils rentrent. On ne fait peut-être pas assez de bilan diagnostic pour savoir d'où part l'étudiant et où on veut l'emmener. Former, ça veut dire partir d'un point A, arriver à un point B, et si on ne connaît pas d'où on part, c'est compliqué. Dans l'avenir, on va, je pense, arriver avec le numérique, et c'est là où j'y reviens, personnaliser davantage des parcours de formation, arriver à faire des parcours qu'on dit polylinéaires ou différenciés, enfin des parcours automatiques, on va dire, mais qui tiennent compte d'un vécu, qui tiennent compte d'acquis, qui personnalisent un parcours, qui tiennent compte aussi, et là on a des progrès à faire, des recherches en neurosciences et autres, comme par exemple l'intégration de l'analyse des styles d'apprentissage dans les formations de nos étudiants, puisqu'on sait que tout un chacun n'apprend pas comme son voisin. Alors le lien social est important effectivement parce que c'est là où ils s'enrichissent, c'est-à-dire qu'ils sont complémentaires, et quand on arrive à créer des groupes où les styles d'apprentissage sont variés, le lien social est encore plus fort. Donc vous voyez que tout ça, on évalue l'étudiant, certes c'est bien, mais il faudrait évaluer les formations, il faudrait évaluer l'étudiant dans ses compétences et pas juste pour lui mettre une note. Il faudrait évaluer ses styles d'apprentissage. Et une fois qu'on a fait une évaluation globale de tout ça, on est apte à faire des parcours très personnalisés et beaucoup plus efficaces. Je pense en tout cas. Je vais finir au niveau justement de l'évaluation et de l'auto-évaluation et de celle par les pairs. Actuellement, les jeunes construisent eux-mêmes les capsules vidéo. Ils les produisent, ils les construisent, ils s'auto-évaluent et je n'interviens qu'au moment où ils vont construire par exemple sur le tableau leur trace écrite, mais après ils se filment, ils montent même sur eMovie ou sur n'importe quel logiciel leur petite capsule, ils les diffusent sur un blog ou sur des plateformes numériques, ils partagent avec des élèves français et on va chacun se voir et on s'envoie des commentaires via Twitter à savoir est-ce que là tu as fait une erreur, là c'est pas bon, là et comment on pourrait y remédier et qu'est-ce que tu pourrais changer et comment tu fais, comment tu procèdes, à savoir des feedbacks, des rétroactions et l'auto-évaluation elle se fait d'elle-même. Et ensuite, ils peuvent, c'est ce qu'on est en train de monter avec ma collègue, une plateforme entière sur Evernote aussi, en lien avec nous, le programme d'enseignement en vaudois, où ils vont s'auto-évaluer. Donc dans leur carnet, ils auront toutes les compétences, donc aussi bien en formation générale qu'en sur leur projet professionnel, SAS en sciences humaines et sociales, etc. Et ils auront chacun leur livret et qu'ils rempliront, donc on remplira ensemble la main dans la main. Une question pour Fabien. Allez. Je suis désolé, faites comme chez vous. Non, mais c'est vraiment encore pas dans le sens. Moi j'ai enseigné pendant 1 an et demi au Canada, et ce que j'ai remarqué, c'est que l'évaluation n'était pas prise comme une sanction. Donc déjà, c'était le premier point. Et deuxième point, on pouvait continuer à progresser sur des unités de valeur tout en s'arrêtant sur d'autres. D'ailleurs, on pouvait faire de la philo tout en faisant de la bio. Là aussi, il y a tout un champ qui est à travailler. C'est-à-dire que l'évaluation, certes, mais l'évaluation doit servir avant tout à regarder comment repersonnaliser, comme vous disiez, le parcours. Et alors, par rapport au MOOC, face aux méthodes traditionnelles, dans un amphi, quand vous avez un décrocheur, vous ne le voyez pas. Dans un MOOC, alors c'est la force et le danger des MOOC, c'est que derrière, il y a du data mining. Que dans le data mining, ça vous permet de voir très vite qui arrête le cours, qui ne le suit pas, etc.
Si c'est pris d'une manière positive, avec ce côté retour à la pédagogie, je me pose la question de savoir qui sont ceux qui ont décroché et comment je peux les reprendre avec moi et retravailler avec eux. Là, ça fait sens. Si c'est juste pour faire du scoring, etc., ça n'a aucun sens. Et je pense que là aussi, il y a un énorme progrès, enfin, un énorme travail à faire sur le sujet. J'aurais une dernière question à poser à nos 3 intervenants. Est-ce que le bonheur est dans la classe, dans l'amphi? Il est ailleurs. Il leur appartient et puis il est ailleurs. Nous, on est juste à côté. Ouais, le bonheur est dans l'après, quoi. Mais vous les avez fait facile. Bon. Moi j'aurais tendance à dire quand même que quand on essaie de tenir compte d'un ensemble de paramètres qui visent à l'apprentissage, et non pas délivrer des notes ou faire cours magistral, on trouve un réel plaisir dans les yeux de nos étudiants à apprendre avec eux. Parce que quelque part c'est ce qu'on fait, on apprend avec eux, bon bien sûr ils sont censés apprendre plus que nous, mais on apprend avec eux, et quand c'est effectivement le cas, quand on arrive à mettre des situations d'apprentissage réel en action, et qu'on voit tous ces étudiants ou ces élèves qui produisent réellement, qui sont tous actifs, on sent qu'il se passe quelque chose, et puis ils vous le renvoient. Simplement, dans leur regard, on sent qu'ils ont apprécié ce qu'ils ont fait, et ça, on peut dire, c'est un bonheur dans la classe. Et ça renvoie au bonheur fondamental. Tout à fait. Donc l'enseignant qui, quelque part, s'investit dans ce genre de pratique, quelque part, il a un retour, et quelque part, je dirais, c'est quand même amusant d'enseigner comme ça. Merci.